Et coucou la compagnie, un petit message pour vous rappeler que demain, le dimanche 4 février, à partir de 16 heures, il y aura la Ligue des Illumineurs, le tournoi organisé par mes soins avec plein de joueurs d'équipes compétitives de l'Orcana, où vous allez voir des matchs avec un gameplay différent. Je vous laisse regarder la dernière vidéo d'explication de ce tournoi pour en savoir plus, et je vous laisse surtout venir demain nombreux sur le stream, sur Ketal TV, sur Twitch, afin de pouvoir voir ça en direct, ça va être très cool. Et sinon, Kétel, ça fait quoi de faire un tournoi, de gérer Cannes, de gérer ton proto, de faire des vidéos sur 26 spoils en une semaine? Oh ça va, hein. ça, ça va très bien. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui une vidéo évidemment sur les spoils parce qu'on a 26 cartes à révéler. Et vous vous souvenez du Ketal du passé qui disait ouais je pense faire une vidéo toutes les 10 cartes? Et bah le Ketal du passé il est bête et voilà c'est pas possible parce que les cartes elles viennent par paquet de 26, c'est juste infaisable. Et donc on va faire cette vidéo pour aujourd'hui en espérant qu'il n'y aura pas d'autres trop de cartes ce week-end. Et comme ça on sera plutôt tranquille pour la semaine prochaine, j'espère. Croisez les doigts. Donc, on part tout de suite avec l'arrivée de Clochette Tinkerbell, Very Clever Fairy. Pour 5, une 3-4 de l'or, quand un de vos objets est banni, vous pouvez mettre cette carte dans votre encrier, face cachée et inclinée. Alors cette carte, elle était déjà là dans les spoils précédents, mais je l'avais zappée, donc comme d'hab, je la mets dans la vidéo des spoils d'après. Je suis pas forcément ultra fan parce que, en fait, quand on essaie de bannir nos items, souvent c'est pour faire de la récursivité. C'est-à-dire, par exemple, essayer de bannir nos glaces à l'eau pour les ramener avec Nick Wild. Et du coup, si jamais on joue Clochette, bah, ça veut dire que nos glaces à l'eau, derrière, bah, on peut pas les récupérer, ce qui est un peu dommage quand même, parce que c'est le principe même du deck, pour pouvoir avoir toujours de la pioche, et toujours réussir à s'en sortir. À côté de ça, des stats pas si folles que ça, 3-4 de l'or, c'est pas fou pour 5, on va pas se mentir, et là en crabe c'est quand même un avantage. Maintenant, tel quel, j'ai du mal à imaginer un deck qui va s'amuser à jouer full objet, tout ça pour les bannir et les mettre en encre pour ramp et aller plus vite. Je vois pas l'utilité de la capacité dans les decks présents. Peut-être qu'un jour sera joué. Tel quel, là, j'y crois pas des masses, je dois l'avouer. Après, à noter quand même qu'avec des objets qui se bannissent tout seuls, ça peut être intéressant de les mettre en encre plutôt que de faire autre chose. Mais encore une fois, elle arrive tour 5. Et quand on arrive tour 5 dans le jeu, c'est pas forcément du ramp qu'on veut. On préfère plutôt avoir des trucs qui nous permettent de gagner la game plutôt que des trucs qui permettent de jouer des cartes plus rapidement, en général. En numéro 2, nous avons Kida. Kida, qui est tout simplement une Simba en acier, ce qui est quand même vachement bien, parce que non seulement en acier, on a des cartes qui permettent de profiter un peu du fait d'avoir rempart. Par exemple, je pense au Tabard des Mousquetaires, mais on aura peut-être d'autres cartes à l'avenir, et tout simplement, c'est une faction qui a beaucoup de remparts, donc ça peut devenir intéressant de jouer des cartes qui ont besoin d'être protégées. Coucou Tiana, par exemple. Mais à côté de ça, c'est tout simplement bien d'avoir cet archétype de personnage très résistant très tôt dans la partie, tout simplement pour ne pas être obligé de jouer jaune pour avoir Simba. Maintenant, on peut jouer de l'acier avec et potentiellement avoir d'autres solutions. Peut-être qu'on pourrait jouer du violet gris pour avoir Maléfique en premier tour et derrière jouer une Kida pour la protéger et faire des trucs après. Ça peut devenir un autre archétype. Peut-être que l'arrivée de Kida va de nouveau encourager à jouer des personnages capables de gérer des Simba et donc des Kida autour d'eux. Ce serait assez intéressant. Carte numéro 3, nous avons la maison de Belle, Maurice Workshop, donc l'atelier de Maurice dans la maison de Belle. Si jamais on a un personnage sur ce lieu, on paye un de moins pour jouer des objets. Et il suffit d'en avoir un seul de personnage. C'est un lieu qui coûte que 1 avec 6 points de vie, ce qui est vachement bien. Il fait pas de l'or, Dieu merci, parce que pour 1, 6 points de vie, c'est quand même très compliqué à gérer très rapidement. Mais mine de rien, ça veut dire que dès le tour 2, ou plutôt le tour 3, en gros, on joue la maison de Belle au tour 1, on va jouer un personnage au tour 2, et au tour 3, on va pouvoir le rentrer à l'intérieur et jouer nos objets un de moins. Par exemple, jouer les glaces à l'eau, les fameuses, pour un de moins, ou jouer d'autres objets moins chers. D'ici le tour 3, c'est pas dit que le lieu soit géré, surtout si jamais on a réussi à jouer un truc intéressant derrière. Donc, j'ai plutôt confiance dans ce lieu. Ça peut faire des trucs très sympas. Je pense qu'il y a des decks qui vont devenir peut-être abusés avec Ariel, Tamatoa, les objets. En fait, à force de mettre des cartes dans une mécanique particulière et de faire des synergies, même si jamais c'est pas fort au début, il y a un moment où ça enfle tellement que ça devient forcément fort. Et peut-être le chapitre 3, le vrai deck objet qui tourne tout seul, parce que chapitre 2, on a un deck objet bleu-rouge, mais qui est plus basé pour faire de la pioche qu'autre chose, même s'il y a quelques Tamatoa qui traînent. Là, chapitre 3, je pense qu'il y a vraiment des vrais decks full objets qui vont sortir et qui vont être très efficaces. J'ai hâte de voir ça. Bernard, Brand New Agent, pour 4, une 1-5 qui a une effet très intéressant.
À la fin du tour, si ce personnage est incliné, on peut redresser un autre personnage à nous. Alors, apparemment, au niveau des règles telles que c'est précisé, il semblerait qu'un Bernard, s'il vous reste deux Bernards en fin de tour, ils ne peuvent pas se redresser l'un l'autre. J'attends quand même de ma part d'avoir un vrai truc des devs par rapport à ça parce que c'est pas clair totalement. Il y a eu des phrases sur certains trucs, mais ça pourrait être différent. Bref, je pense que en effet, deux Bernard ne peuvent pas se redresser l'un l'autre. Mais je mets quand même un petit haut là parce que on a déjà vu des trucs où on pensait que c'était ça les règles et finalement, ah en fait non c'est comme ça. Donc on sait jamais. Toujours est-il que c'est une carte très intéressante pour les decks rush et par exemple pour le jaune-rouge parce que bah, votre petit Bernard qui fait 5$ et qui a 5 points de vie qui est pas si simple que ça à gérer, et ben derrière il va redresser un autre de vos personnages, potentiellement un personnage plus faible, enfin plutôt moins résistant. Et du coup, tout simplement, un personnage qui va peut-être avoir 2 de l'or et qui aurait pas passé le tour. Et à l'inverse, votre Bernard, lui, il est tranquille. Donc je pense que c'est un personnage très, très intéressant pour les decks rush, parce qu'il a 2 de l'or, qui va pouvoir redresser le personnage à 2, voire même 3 de l'or. Coucou Pinocchio, hein, à 2, on le connaît bien. Et du coup, ça peut donner des trucs très intéressants derrière et très compliqués à aller gérer. Vous allez voir que de manière générale, l'ambre, là, avec les nouvelles cartes, possède des moyens de se protéger de l'agression et donc rend les decks rush extrêmement efficaces à mon sens. La carte numéro 5, évidemment, c'est Voyage, voyage de Desireless, hein, vous reconnaissez pour les vieux et pour les jeunes, désolé si vous n'avez pas les refs, mais je suis moi-même plutôt une vieille personne, entre guillemets. Et donc voyage, pour on bouge 2 personnages sur le même lieu gratuitement. Alors il va falloir trouver le bon lieu pour faire ça, il faudra trouver un lieu où le coût d'entrée dans le lieu est cher, et il va falloir trouver un lieu où il y a de l'intérêt à mettre plusieurs personnages. Typiquement la maison de Belle qu'on vient de voir, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, il y a des lieux, je pense, comme l'île de Maui, ou alors peut-être Feng, où là ça commence à devenir intéressant de mettre des personnages dedans pour pas cher. Surtout Feng en l'occurrence, je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants à faire. Vraiment des decks rouge-vert qui peuvent devenir très efficaces et faire beaucoup de l'or mine de rien. Donc je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner. Mais action à 1 intéressante, dommage ça pioche pas, mais action à 1 à ne pas oublier parce que ça peut être très fort selon les lieux, bien sûr. En parlant de cartes très fortes, là par contre on rentre dans le vif du sujet avec le Kursmirfolk, donc les... comment dire, les habitants des mers, hein, entre guillemets, les sirènes et les tritons. Triton? Non, je sais plus comment il s'appelle. Bah, c'est pas grave. Mais bref, une carte verte ultra forte qui va être jouée. Parce que pour 1, on a 2 de l'or. Certes, on a des stats nuls, on a 0,1, mais ça, on s'en moque. Parce que quand elle est défiée, chaque adversaire défausse une carte. C'est une carte bonne dans les decks rush, c'est une carte bonne dans les decks défausse, c'est une carte bonne tout court. Je veux dire, si Flynn Rider était déjà joué partout dans pas mal de decks, parce que c'est 2 de l'or et que derrière ça fait défausser une carte à l'adversaire, bah là, de la même manière, il suffit qu'il soit challengé et ça marche. Bon. Il n'y a même pas besoin qu'il soit banni, mais avec 1 point de vie et 0 d'attaque, je pense pas qu'il va être challengé sans être banni, on va pas se mentir. Mais vraiment carte ultra forte, non ancrable, heureusement, évidemment c'est peut-être le truc qui va faire qu'elle sera pas non plus dans tous les decks, parce que le non ancrable en vert c'est toujours compliqué, dès qu'on a une carte forte en général elle est non ancrable, mais il y a vraiment des trucs à faire, j'ai hâte de voir ça, je pense comme c'est une carte qu'on va voir dans les decks, c'est quasiment sûr. On a derrière la carte de la planète au trésor pour 3, un objet très intéressant et qui n'est pas dans la couleur où je l'attendais parce que le gris je le voyais plutôt être là pour gérer les lieux adverses et pas forcément pour simplifier le jeu sur les lieux. Et donc, mine de rien, bah, la carte de la planète au trésor, non seulement vous pouvez l'incliner pour payer 1 de moins le prochain lieu que vous allez jouer, donc déjà c'est du réducteur de lieux, c'est vachement bien, mais en plus de ça, tout le temps, tous vos lieux, le coût pour rentrer dedans c'est 1 de moins. Et ça change beaucoup de choses, parce que c'est un objet, c'est difficile à gérer. Vos lieux, vos personnages rentrent gratis dedans potentiellement. Donc par exemple avec l'île de Maui, bah en gros, tous vos personnages, gratuitement, on résistera. Gratos. Tant que le lieu est là, bien sûr. Mais je trouve ça vraiment super fort. C'est pour 3, c'est ancrable, pardon, en plus, justement, c'est ce qui la rend extrêmement forte. Donc, pareil, rouge, vert, enfin, du gris qui va pouvoir jouer sur les lieux avec des lieux efficaces et surtout des moyens de rentrer dedans facilement, de les jouer moins cher. Il y a vraiment des choses à faire autour des lieux. Je sais pas si gris va être la couleur préférée. Pour l'instant, on a vu peu de lieux gris. Mais déjà, l'île de Maui est vraiment très cool. C'est un de mes lieux favoris dans tous ceux qu'on a vus. Et la carte d'après notre trésor va permettre de jouer avec ça encore plus facilement. La porte, le coffre-fort, la porte de coffre-fort, entre guillemets, la porte blindée peut-être. Pour 4, un objet qui dit tous vos lieux et vos personnages, ils ont résiste 1. Tous vos personnages à vos lieux. Tous vos lieux et les personnages à vos lieux gagnent résiste 1.
Et là, mine de rien, quand on commence à penser encore une fois à l'île de Maui, si on lui donne résiste 1 et que les personnages qui sont dedans ont résiste 2, ça commence à devenir vraiment pas dégueu en termes de résistance, sans trop d'efforts. Encore une fois, c'est un objet qui vaut un peu cher, mais ça tombe bien, Picsou, tout ça, voilà, en bleu, on a des moyens de réduire les objets, de faire des trucs cool avec. Mais là, on commence à avoir des choses très intéressantes. Déjà, tout lieu gagne résiste 1, c'est vachement cool de base, parce que bah, ils vont être plus durs à gérer. Et on a vu que pour gérer des trucs à 6 points de vie, avoir résiste 1, ça commence à être compliqué. Alors si vous en avez 2 et que vous commencez à leur donner résiste 2, là, vos lieux, je vais pas dire qu'ils sont invincibles, mais ils vont être ultra durs à gérer. Et si vous ajoutez ça avec des lieux qui donnent des bonus à vos personnages pour gérer les personnages adverses une fois qu'ils vont attaquer vos lieux, ou vous donnez des résistes 1 à des lieux qui font du lore, ça devient vraiment fort. Donc, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là, je pense. Désolé, je suis gêné par un bruit de vibration qui est à l'autre bout de la pièce, donc évidemment ça me déconcentre parce que j'attends une livraison. Je fais ma vidéo le plus vite possible et j'ai eu peur que ce soit ça. Parenthèse étant fermée, le vol d'or, une carte très intéressante, je suis pas sûr qu'elle sera jouée parce que ça coûte un peu cher quand même, c'est un item à 4, et quand vous jouez cet item à 4, vous ne faites absolument rien d'autre que protéger vos lieux et vos personnages dans vos lieux, donc il faut déjà avoir des choses en place. Mais si on arrive à avoir un peu de tempo, si on arrive à avoir un peu de moyens de faire ça, ça peut être très efficace pour l'avenir. C'est un objet bleu, tout ça, vous connaissez la chanson. Nous avons derrière Shozi. J'adore l'illustration de cette carte, je trouve qu'elle est ultra stylée, Shozi. Franchement, trop cool. A noter qu'elle a le trait yen, donc c'est en allemand, mais je vais vous dire ce que fait la carte, bien évidemment. On a noté qu'elle a le trait yen, donc on aura peut-être des choses sur le trait yen à l'avenir, on ne sait-on jamais. Je pense pas qu'ils ont mis ça dans le vent, c'est comme le trait de tigre, hein, je pense qu'un jour il y aura des trucs par rapport à ça. Et donc Shozi, pour 4, 0,6, 1 de l'or. Là on se dit, bon, c'est quoi le beans? Parce que là, tel quel, c'est vraiment nul. Déjà, quand elle est dans un lieu, elle a 3 d'attaque en plus. Donc déjà, pour 4, c'est une 3,6 quand elle est dans un lieu. Donc on va dire pour 5, imaginons, hein. On rentre dans un lieu pour 1, voilà, pour 5 c'est une 3-6, là déjà ça commence à pas trop déconner. Mais surtout, Shozi quand elle fait un défi, elle a même pas besoin de bannir le personnage adverse, juste quand elle fait un défi, vous piochez une carte. Et ça, c'est vachement bien, parce que la pioche en vert, c'est compliqué, c'est conditionnel, et là on a un outil de pioche vraiment pas mal, elle fait penser évidemment au Jafar Alter qu'on a en acier, qui lui est seulement 3-4, et doit bannir pour réussir à avoir sa carte en plus, à piocher une carte. Et bien ici, on a Shozi qui peut être 3-6 une fois dans un lieu et qui pioche une carte derrière. Maintenant, le problème évidemment, c'est qu'il faut qu'il y ait un lieu. Donc, ça demande des conditions supplémentaires. Il faut que vous ayez un lieu. Il faut que vous la fassiez rentrer dans le lieu. Donc, ça devient plus compliqué évidemment, mais toujours est-il que je pense que c'est une carte très intéressante dans un jeu qui va jouer en vert. On peut très bien imaginer Shenzi rentrer à l'intérieur de Fang, avoir hors d'atteinte et insaisissable, gérer les insaisissables adverses ou même les personnages adverses, et en plus avec hors d'atteinte, être vraiment tranquille et vous faire piocher plein de cartes. Il y a des choses à faire avec Shenzi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et je suis désolé si des fois je dis Shozi, c'est une catcheuse à la WWE. Étant moi-même fan de catch, je confonds des fois les noms et ça me fait beaucoup rire, parce qu'en plus, les deux ont un code couleur vert assez incroyable, donc ça me fait beaucoup rire. On passe ensuite à Yago. Yago, du coup, qui a tout simplement les stats de notre ami... j'ai oublié son nom. Le personnage d'un basilic qui est une chauve-souris, je sais plus son nom, je suis désolé, vous allez le voir à l'écran là maintenant. Mais qui a les mêmes stats, donc pas ouf parce que en évasif on préfère avoir du lore, taper les... Enfin, avoir évasif c'est un truc défensif plus qu'offensif, et sauf que là on a des stats de personnages offensifs. On aurait préféré pour 3 par exemple une 3-3 qui a offensif que pendant son tour, par exemple. Ou tout simplement pour 3 par exemple une 1-3 qui a 2 de l'or, évidemment. Nous avons la Cleansing Rainwater, donc la pluie purificatrice. Pour 2, un objet, on peut le bannir pour enlever 2 dégâts à tous nos personnages. C'est vachement efficace parce que déjà ça permet de contrer, entre guillemets, les fameux tuons la bête, hein, qui sont toujours aussi présents dans le méta chapitre 2 et qui le seront issus de chapitre 3, on va pas se mentir. Mais ce qui est très intéressant aussi avec la Cleansing Rainwater, c'est que comment dire, ça peut commencer à faire des combos intéressants avec le grand papier et réponse. On peut commencer à faire de manière très efficace des gros soins et donc essayer de faire de l'OTK, c'est-à-dire finir la partie en un seul tour avec des grands papis, du soin et des choses intéressantes dans ce genre-là. Donc pourquoi pas, tel quel, j'ai du mal à l'imaginer être si joué que ça parce que ça se bannit, qu'on n'a pas vraiment de jeu sur les objets en ambre, il faudrait jouer ça avec du bleu, ça tombe bien bleu, c'est la couleur où on veut faire du soin et tout, faire des choses avec, mais est-ce qu'on va vraiment vouloir faire de la récursion de cet objet-là? Je suis pas sûr, je pense pas qu'il serait très joué. Un lieu ultra fort, un lieu non ancrable ultra fort.
Parce qu'en plus, il fait du lore, j'ai même pas vu, mais en plus, il fait du lore, mais c'est n'importe quoi. Pour 3 non ancrables, le Palace de Tiana, un restaurant de jazz. Ça coûte 2 pour entrer des personnages dedans, mais ça a 8 de vie avec un de l'or. Déjà, c'est incroyable, 8 de vie avec un de l'or. Ce lieu, il y a de grandes chances qu'il fasse au moins 2 de l'or, facile. Mais en plus, ce qui est assez ouf, c'est que les personnages dans ce lieu ne peuvent pas être défiés. Vous allez mettre vos personnages qui ont du lore là-dedans, et derrière, ils peuvent pas être défiés, donc l'adversaire va devoir d'abord défier le lieu et le gérer, avant de gérer vos personnages. Donc, encore une carte qui est très très bonne pour les decks Ambre Rush, typiquement, le deck jaune-rouge gagne une excellente carte à nouveau. Parce que vous mettez un Mufasa là-dedans, le Mufasa il va faire du lore, et d'ici là qu'il soit géré, le lieu va faire du lore, le Mufasa va faire du lore, et d'ailleurs quand il va être géré, ça va ramener un autre personnage, etc. Vous connaissez encore une fois la chanson, mais excellente carte, je pense, en Ambre. Il y a moyen que ce soit joué, vraiment il y a moyen que ce soit joué. Nous avons la Reine de Cœur, l'empresse du Wonderland, du Pays des Merveilles. Pour 3, 3-3 avec 1 de l'or. Et quand elle part à l'aventure, tous vos autres vilains gagnent 1 de l'or en plus. Et là, ça devient intéressant, parce qu'autant le Grand Duke, il est vraiment nul, parce qu'il donne 1 d'attaque, et 1 d'attaque, on s'en moque. Par contre, là, ça commence à donner du lore à d'autres personnages, donc aux autres Reines de Cœur que vous jouez, mais même à d'autres personnages tout court. Alors, je vous arrête tout de suite, non, Hades Floodborn ne sera pas jouable, je vous le dis, je vous le redis. C'est une carte qui demande beaucoup trop de conditions pour être jouable, et elle est non ancrable, et elle est vraiment nulle. Même dans un deck vilain, vous ne pourrez pas le jouer. Même dans un deck vilain. Donc vraiment, non. Mais par contre, là, ça c'est une carte qui donne envie de jouer un deck vilain et de jouer peut-être du jaune-violet avec plein de vilains à l'intérieur. Parce que donner plus 1 de l'or à vos autres vilains, ça devient vraiment intéressant. Ça peut permettre de faire du très bon deck rush. Donc, à carte, potentiellement jouable. Franchement, il y a quelque chose à faire avec. Nous avons une des meilleures illustrations du chapitre 3 avec ce Robin des Bois Daydreamer. Il est trop stylé. Évidemment, c'est un de mes personnages favoris, donc je peux que en dire du bien. Pour 6, 4, 5, 4 de l'or. 4 de l'or pour 6 seulement. Imaginez, c'est tellement fort en vrai, c'est trop fort. Vraiment 4 de l'or pour 6, 5 de vie, il prend pas les fracasser. Bon, il prend la nouvelle gestion qui va arriver, qui est quand soudain vient Zeus, qui fait 5 dégâts à un personnage, donc faut pas non plus déconner. Il prend Maui aussi, mais avec 5 de vie, il y a de grandes chances qu'il fasse ses 4 de l'or, donc les decks verts qui gagnent un nouvel atout incroyable pour faire du rush ou juste pour finir les parties. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, les personnages à 4 de l'or, c'était des personnages vraiment d'ultra endgame ou avec des conditions très compliquées. Là, pour 6, 4 de l'or, c'est fou, c'est juste fou. J'adore cette carte. Donc ensuite, nous avons le Don Massacre, un personnage qui vient de Super Baloo, la série, pour 5, 4-4, 2 de l'or et insaisissable en allemand. Donc vraiment intéressant comme personnage, insaisissable 2 de l'or c'est toujours bien. Là on a 4 de vie, donc ça rentre dans le cadre des bons personnages insaisissables, parce qu'ils sont ni gérés par fracassés, ni gérés par les personnages qui sont 3-2 avec insaisissable que durant leur tour. Et donc de cette manière-là, on a des trucs vraiment cool à faire. Encore une fois pour les deck rush, je veux dire si le bleu-vert du chapitre 1 avait eu ce genre de carte là, vraiment ça aurait été encore plus fort et ça aurait été d'excellents decks je pense. Nous continuons avec pour 16 l'Olympe. J'essaie d'aller vite sur certaines cartes, je sais que ça va un peu trop vite potentiellement, mais c'est juste que je veux pas faire des vidéos de 30 minutes, et là on avance à un bon rythme. Donc on a, je sais plus le nom de la carte malheureusement, et j'ai même un doute sur ce que c'est, si je crois que c'est ça. Donc pour 1, ça donne plus 3 à un de vos personnages quand il va attaquer un lieu, tout simplement. Donc évidemment, une gestion de lieu, parce que gris ça va être la gestion des lieux, rouge moins, mais rouge à Maui, donc ça gérera très bien les lieux de son côté, hein. Et des personnages avec beaucoup d'attaques aussi, en moyenne. Mine de rien, vert aussi a des bonnes gestions de lieux parce que ça a des moyens de booster la force de ses personnages, donc c'est intéressant. Mais ici, en gris, bah voilà, on a du boost de force direct pour les lieux. Je pense pas que ça sera joué. Si ça faisait piocher en même temps, là ça aurait été intéressant. Mais là tel quel, c'est juste plus 3 d'attaque pour gérer un lieu. On a mieux à jouer de manière générale, ça pioche pas, franchement pas ouf. Pas ouf, pas ouf. On continue avec Miss Bianca qui est l'équivalent de Sébastien pour 2, 1 de l'or avec Meloman 4. Pour l'instant, dans le jeu, il n'y a pas assez de chansons à 4 intéressantes. Il y en a quelques-unes, ça arrive, hein, il y a 4 douzaines 2, ou bien il y a Hakuna Matata. Faut savoir que quand je name drop des cartes comme ça, faut que j'arrête de le faire parce qu'en fait, moi, je me donne un taf de ouf au montage derrière. Il faut vraiment que j'arrête de donner des noms de cartes comme ça que je dois afficher derrière. Voilà, là, le Ketal du futur, il déteste le Ketal du passé. Je vous le dis, au montage, actuellement, c'est sûr et certain. Et je pense même que je vais mettre un petit texte dessus en pensant à moi du futur pour dire que oui, je me déteste. Mais
Si Sébastien n'est pas joué pour l'instant, Bianca ne sera pas jouée, à moins qu'il y ait des chansons à 4 révolutionnaires, mais je ne pense pas que ça arrivera. Pour l'instant, on n'en a vu aucune. Et je pense que avec le nombre de lieux qui va sortir et le nombre de cartes qui vont tourner autour de ces mécaniques, je pense pas qu'on va beaucoup tourner autour des chansons. Donc Miss Bianca, carte très belle, hein, vraiment, la qualité de la carte qu'on a sur internet ne lui rend pas sa valeur, parce que je trouve qu'elle est très choupie, mais malheureusement, ça s'arrêtera là. On a ensuite Diablo, le familier de Maléfique, si vous le reconnaissez. Et j'ai complètement oublié ce qu'il fait. Donc, je vais dès maintenant faire un petit... Regardez. Et voilà. Donc, petit cut, parce que je me souviens plus de ce que la carte faisait. Mais donc, la carte, elle est très simple, en fait. Tout simplement, quand vous jouez une Maléfique, vous pouvez regarder la carte du dessus de vos decks et décider de la garder dessus ou en dessous. C'est évidemment une carte incroyable pour les decks violets. Parce que la Maléfique à 3 qui va chercher la pioche, eh bien, vous pouvez vous permettre derrière de choisir la carte que vous allez piocher. Parce que vous choisissez si c'est Diablo ou Maléfique qui se fait en premier. Et à partir de là, vous allez dire d'abord je fais Diablo, je regarde la carte du dessus, je la mets en dessous ou pas, et je la pioche derrière. C'est vraiment super efficace. Ça a de l'attaque, donc ça fait un T1 cool pour pouvoir gérer les autres T1 adverses potentiellement. Il peut permettre aussi de faire cet effet-là sur d'autres maléfiques, comme par exemple la maléfique à 1, hein, qui a 2 de l'or, où on peut jouer violet-bleu pour jouer les maléfiques bleues qui sont très intéressantes, ou peut-être jouer rouge, mais bon là la maléfique à 9, avant que vous la jouiez à avoir Diablo sur le board, ça devient compliqué tout d'un coup. Mais une carte que je trouve vraiment très intéressante... ça peut remplacer des T1 dans des decks qui ont besoin de personnages qui tapent à 2 dès le départ pour empêcher les petites arnaques adverses. Surtout avec les lieux qui vont arriver, les lieux à 1 qui ont 4 de vie et 1 de l'or. Jouer des personnages à 1 va redevenir important pour empêcher en fait l'adversaire de monter trop vite en l'or, tout simplement. Donc, il y a des choses à faire. Carte intéressante pourrait être jouée dans les decks. Nous avons ensuite Hydros, et là on va commencer à voir les titans, parce qu'on va avoir plusieurs titans dans le jeu. Avec le trait titan, il y a sûrement quelque chose qui va jouer autour, je m'en doute. Pour 3, une autre 2-2, 2 de l'or, mais avec l'effet de notre amie Elsa. Parce que Elsa elle a 3 de vie, mais elle a qu'un de l'or. Et Elsa elle peut choisir qu'un personnage adverse incliné, ici on incline le personnage qu'on veut. Bah j'aime beaucoup cette carte en vrai, parce que incliner les personnages adverses, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment très fort. Déjà, les decks gris, violet vont avoir un nouvel outil supplémentaire pour incliner les personnages adverses, pour pouvoir leur taper dessus avec des trucs intéressants. Et ça, c'est toujours bien. Mais en plus de ça, si vous n'avez pas vraiment grand chose à incliner en face, eh ben vous pouvez partir à l'aventure et faire de l'or, et du coup bah, c'est vachement bien. Je trouve que c'est une carte très efficace. Ça m'étonnerait pas qu'elle commence à rentrer dans certains decks très agressifs violets, en remplaçant l'Elsa A3 justement. Et donc, bah franchement, rien à dire. Carte trop cool. Je sais pas s'il y a assez de synergie pour que ça joue. Mais en tout cas, moi, je la trouve vraiment sympa. Et je me demande si ça va pas devenir peut-être la meilleure carte préférée de Romuald. On lui demandera ça demain au tournoi. Lithos, pour 4, le titan de roche. 4-1, résiste 2. Déjà, ça fait une 4-3 potentiellement. J'allais dire, voire même plus. Non, il a qu'un point de vie, donc non. Mais c'est une 4-3 potentiellement. Il peut taper très fort quand même. Et taper très fort sur plein de personnages. Qui tape pas à 3 du coup, ça c'est bien. Mais derrière, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il peut donner résiste 2 à un autre personnage. Et ça c'est vachement cool parce que vous pouvez donner résiste 2 à d'autres de vos personnages qui vont du coup tanker plus efficacement les attaques adverses en faisant leur défi. Parce que c'est que pour ce tour-ci. Donc c'est pas jusqu'au prochain tour. Votre personnage à qui vous donnez résiste 2, c'est vraiment pour aller attaquer, pas pour être protégé derrière. Mais du coup, votre personnage, quand même, il va faire des défis de manière plus efficace. Une clochette qui tapera en prenant moins de dégâts derrière, c'est une clochette qui va peut-être pouvoir taper 2 fois et faire 2 fois sa capacité, ce qui la rendrait très efficace. Derrière, Lithos en s'inclinant, ça reste une 4-3, donc il faut quand même avoir 3 d'attaque pour le gérer. Et le mec qui va venir lui taper dessus, ça risque de mal se passer quand même. Donc... franchement intéressant. Après 1 de vie on va le voir, mais avec certaines cartes, avoir seulement 1 de vie et résiste, ça risque d'être compliqué. Des petites mécaniques de bougement de jetons qu'on va voir dans pas très longtemps. Nous avons le chapeau de Picsou. Et tout simplement une lanterne version objet de non ancrable, vous pouvez l'incliner pour payer 1 de moins pour le prochain objet que vous jouez ce tour-ci. Là où pour les personnages je comprends l'idée parce que bah, les personnages c'est un peu le cœur des decks de l'Arcana. Ici pour les objets, même si jamais c'est intéressant, ça reste quand même un peu cher. On préférera tout simplement jouer Je vole qui fait de l'encre tout court pour n'importe quoi en fait. Je vois pas à quel moment on préfère jouer cette carte à Je vole à part que c'est un objet et que du coup avec assez d'objets ça peut donner des trucs intéressants. On peut peut-être faire des gros tours avec Ariel où on joue le chapeau, du coup ça redresse Ariel, on fait du lore, on incline le chapeau, on met -1, on joue un autre objet, ça redresse Ariel, on fait du lore, etc. etc. Ça peut devenir intéressant. Mais je doute un peu quand même. Il faudra vraiment un deck full objet pour que ça devienne bien.
Nous avons Bestow a Gift, qui est une carte très intéressante, qui monte un peu la nouvelle mécanique violette, dont on avait parlé avec Mama Audi. Pour 1, on bouge un dégât d'un personnage jusqu'à un personnage adverse. N'oubliez pas que ce genre d'effet trigger les soins et que ce genre d'effet passe au travers des résistes. Et au vu du nombre de cartes qui donnent résiste dans le chapitre 3 qui arrive en plus, résiste va peut-être commencer à devenir une mécanique vraiment importante et donc pouvoir mettre le petit dégât qui manque au travers des résistes pourrait être intéressant tout en soignant un personnage qui peut être à vous ou à l'adversaire. Vous pouvez très bien mettre des dégâts chez l'adversaire et vous dire bah ok, j'ai pas de dégâts chez moi mais je vais faire ça comme ça. Donc plutôt cool. À noter que vous pouvez pas mettre le dégât chez vous et donc vous blesser de cette manière là pour potentiellement derrière déclencher des effets de soins. Donc on peut pas jouer ça avec Grand Papi par exemple. En tout cas dans l'optique de blesser nos personnages pour les soigner. Nous avons ensuite plutôt pour 1 qui est assez intéressant, je dois dire. Alors c'est non manquable quand même, mais plutôt 0,2 qui va quand même pouvoir s'incliner pour payer 1 de moins le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci. Donc plutôt vous le jouez tour 1 et tour 2 vous pouvez jouer un personnage à 3, genre prof. Et du coup si plutôt est encore en vie au tour 3, eh bien vous commencez à pouvoir jouer des personnages à 5 avec prof et plutôt. Encore une fois, mine de rien, ce genre de personnages-là et ce genre de cartes-là qui ont un impact potentiellement très fort dès le début de la partie vont réencourager les decks à jouer des T1, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, pour éviter tout simplement l'escalade et que ça fasse n'importe quoi derrière. Parce que là, mine de rien, en jaune, commencer à jouer du T5 au tour 3, ça peut devenir très dangereux, on va pas se mentir. Donc plutôt très bonne carte, je trouve, non ancrable, heureusement, sinon ce serait vraiment joué dans beaucoup de decks. Là, tel quel, je trouve que la carte est très équilibrée et ouvre des vraies perspectives au deck Ambre, parce que comme on le dit souvent, avoir des moyens de jouer des personnages moins chers tard dans la partie, c'est pas ouf. Les avoir tôt dans la partie, c'est très intéressant, parce qu'on peut même imaginer un combo entre Pluto, Prof et OT3. Vous allez jouer la carte... Ah non, j'allais dire, oui, la carte en jaune qui permet de... 0 to hero, ça y est, je l'ai retrouvé, donc de 0 à 1 héros, qui permettrait de jouer un autre personnage. Vous ne pouvez pas la chanter parce que vous utilisez prof, donc à voir, mais voilà, vous pouvez commencer à jouer des personnages très chers très tôt dans la partie, et on le sait, ça peut, si c'est un personnage qui a beaucoup de lore, changer radicalement la donne. Imaginez du jaune-vert qui joue Robin des Bois tour 3 au tour 4, 4-5-4 de lore, avant qu'il soit géré, il y a moyen qu'il fasse beaucoup de choses quand même. On continue avec Scroop, le fameux méchant de la planète au trésor, qui est diabolique, hein. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps, je vous le redis, il est vraiment incroyable. Pour 5, une 2-5, et s'il a des dégâts, il gagne plus 3 d'attaque. Donc pour 5, on a une 2-5 de l'or qui passe potentiellement 5-5 de l'or. Bah le problème, c'est pourquoi je m'embêterais à jouer Scroop alors que je peux jouer Winnie l'ourson qui est 5-5 de l'or sans condition. Ou d'autres cartes du genre. Non, c'est les cartes. Oui, c'est les cartes. Les gardes cartes là en rouge qui, en rouge littéralement, sont 5-5 de l'or sans condition. Et ben voilà, la réponse est j'ai aucune raison. Et vu que ces cartes sont déjà pas jouées, je vois à aucun moment Scroop être joué. S'il avait eu plus de stats avec de l'or, ça aurait été peut-être intéressant. Mais là, tel quel, il rattrape juste les cartes du jeu tel quel. En plus, il est uncommon. Là, je vois vraiment aucune raison de jouer cette carte. Pour moi, une carte classeur seconde 1, parce qu'il y a mieux. En plus, il y a mieux dans une rareté moins grande. Donc vraiment, peut-être qu'il y a des choses à jouer avec les aliens ou les pirates, auquel cas on verra, mais tel quel, là, vraiment rien à faire. L'avant-dernière carte, The Rise of the Titan, peut-être la carte qui va tout simplement remplacer les bêtes et les benja dans les decks actuels. Pour 3, on bannit un lieu ou un item, un lieu ou un objet donc. Bah c'est ultra fort parce qu'il y a des lieux qui ont beaucoup de vie, parce qu'il y a des lieux que c'est embêtant d'incliner les personnages pour les taper dessus. Là on a un truc super efficace qui marche contre les lieux et les objets, c'est ultra versatile, c'est ancrable en plus, donc rien à dire. Je pense que Benja va disparaître des decks ou alors être doublé par cette carte là, on va voir. Mais là tel quel, juste trop fort quoi, cette carte là plus la carte qui met 5 dégâts à un personnage ou un lieu, gris, et la couleur pour gérer les lieux. C'est une certitude. Et on va finir avec une dernière carte qui est plutôt défenseur déterminé, un Pluto alter, donc intéressant par rapport au Pluto qu'on a vu avant, parce qu'il pourrait s'incliner le Pluto à 1 pour jouer ce Pluto là plus rapidement. Et donc évidemment c'est un peu le but pour moi, Pluto T1, Prof T2, et au T3 on incline les deux et on peut jouer ce Pluto là sur le premier Pluto pour 5 au total. Et qu'est-ce qu'il fait de beau? Bah il a quand même de très bonnes stats pour 7, 3, 8, 2 de l'or. Super intéressant. Il est bodyguard et ça tombe bien parce qu'avec le combo prof
Et Pluto, vu qu'on joue ce Pluto-là sur le premier, bah avec son bodyguard, il va arriver en jeu incliné déjà. Et il va bodyguard le prof directement au tour 3. Et donc au tour 3, il a une 3-8 de l'or. Alors, autant vous dire que non seulement une 3-8 de l'or au tour 3, on la gère pas facilement, parce que 8 de vie c'est énorme, mais en plus il se soigne de 3 à chaque début de tour. Il faut le one-shot. C'est une horreur. Vraiment, les decks Ambre qui vont jouer Pluto, prof, Pluto, le combo il est insane, à moins d'avoir un moyen de bannir directement, à moins d'avoir des dégâts directs abusés des personnages qui tapent à 3 dès le début. Genre, imaginons Crochet, Prince Eric fracassé. Il est horrible à contrer, vraiment, il va être trop compliqué à contrer. Et donc derrière, il a Bodyguard. Alors il y a des gens qui disent, ah, il pourrait protéger tous les chiots dans un deck jaune, oui, mais surtout, il va faire 10 000 de l'or avant que tu puisses le gérer. Et ça, c'est compliqué. Et en plus, il a Bodyguard, donc il va faire 10 000 de l'or avant que tu puisses le gérer, lui, et ses copains à côté, qui vont aussi faire du l'or. Là, des decks Ambre, encore une fois, ils ont une potentielle sortie parfaite, qui va être extrêmement compliquée à gérer, et donc ils vont forcer les decks à rentrer des T1 et des T2 pour gérer Pluto. Parce que si Pluto, il reste en jeu au T2, si vous n'avez pas de quoi le gérer au T2, c'est fini, c'est trop tard. Ce Pluto-là, il arrive et il clôt la game quasiment. Donc, chapitre 3, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir jouer des personnages à 1. Des personnages à 1 qui tapent à 2 pour gérer les lieux, pour gérer Pluto, et pour gérer ce genre de trucs-là qui vont commencer à être assez gênants. Donc, j'aime ce genre de cartes qui force un peu la metagame à être orientée d'une certaine manière, que si jamais tu décides de passer à côté volontairement, bah tu joues à pile ou face sur les games où tu joues contre ce genre de deck, et du coup si tu tombes sur pas le bon choix, bah t'as perdu et tant pis pour toi. Mais voilà, pas mal de cartes très intéressantes, vous avez vu, on a peu de cartes classeurs quand même dans ce qui est arrivé là, il y a peu de cartes qui sont pas du tout intéressantes, qui sont vraiment en mode je ne les rentrerai jamais dans un deck. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choix et beaucoup de choses à faire. J'ai encore une fois ultra hâte de voir la méta du chapitre 3, ça va être incroyable, ça va être trop cool. Et sur ce, on va clore la vidéo maintenant parce qu'on approche des 30 minutes et 30 minutes c'est beaucoup trop long. J'espère que ça vous plaît. On se dit à demain pour le tournoi, la Ligue des Illumineurs. J'espère vraiment que vous serez nombreux et que vous serez chaud patate pour voir ça. Moi j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Je connais les decks des joueurs, on a fait l'arbre de tournoi. Ça va être très cool, ça va être vraiment très très cool. J'ai hâte de vous montrer ça. Je vous fais sur ce des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.